à tous, ravi de vous retrouver, merci de nous rejoindre. L'Afterlap, le podcast du sport auto, avec une semaine exceptionnelle puisque nous avons déjà eu un épisode avec Tristan Gomandi sur le Grand Prix de Grande-Bretagne F1 et c'est vrai qu'il y avait des choses à en dire, mais comme c'était un week-end assez dense, eh bien on voulait aussi faire un épisode avec notre expert et notre ami Guillaume Lafay, qui est notre monsieur WRC cette année dans le cadre de l'Afterlap, et donc Guillaume s'est rendu aussi disponible pour nous, donc il y aura 2 épisodes cette semaine. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, un week-end très chargé en sport auto qui a été un régal. Formule 1, WEC, WRC, vraiment Voilà. très passionnant. Alors je suis désolé, non, il n'y aura pas 3 épisodes avec le WEC à Monza, mais je suis le premier à dire que c'est très intéressant puisque déjà on est dans l'avant-Le Mans et que ça va compter, qu'il s'est passé des choses assez surprenantes. Mais malgré tout, je t'en reparlerai quand même un peu tout à l'heure parce qu'il y a un petit trait d'union qu'on peut tirer et tu me vois peut-être venir entre le WEC et le rallye qui Avec concerne un plaisir. certain pilote français. Bon, bref. Avec plaisir, oui. Voilà. Non, je te propose évidemment de revoir un peu le déroulement de ce rallye d'Estonie. Même si j'ai d'ores et déjà envie de te dire que c'est pas un peu la même histoire que d'habitude, à savoir que pour ce 7e rallye de la saison, mon cher Guillaume, on a encore une fois une victoire Toyota, 6 sur 7, avec encore une fois une occasion que j'ai envie de considérer un peu comme manquée de la part de Hyundai. Bon, ça c'est pour lancer le débat, t'as pas un peu cette impression encore ? Eh bien, si, ça fait 6-1, premier set pour Toyota. On va voir ce que donnera le deuxième set, hein, mais non, oui, effectivement, c'est encore un rallye un petit peu loupé pour Hyundai, même s'il y a des vraies pistes d'espoir et des grosses performances qui ont été réalisées quand même. Après, plus que Toyota, c'est vrai que c'est vraiment Kalle Rovanperä qui a été au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée, et qui accède enfin, on va dire enfin, parce qu'on a l'impression que ça fait longtemps qu'il y est, hein, mais à cette première victoire en WRC, et qui en fait donc le plus jeune vainqueur d'une manche de WRC, 20 ans, 9 mois, 17 jours, record de précocité donc en la matière, et je pense que c'est vraiment l'événement principal de ce rallye. Ouais. Plus qu'une victoire de Toyota par rapport à Hyundai, c'est vraiment Kalle Rovanperä qui confirme. Bon, alors effectivement, j'avais lancé un peu le contexte général, mais évidemment qu'on en arrive tout de suite à ce jour un peu historique. Ça y est, nous avons un nouveau plus jeune vainqueur dans l'histoire du WRC qui détrône Jari-Matti Latvala. C'est assez amusant. Alors pour toi, Kalle Rovanperä, alors non, petite parenthèse, si je veux faire des petits jeux de mots dont j'ai été friand à une époque, je dirais Guillaume l'a fait, il est avec nous aujourd'hui, et Rovanperä n'a pas calé, il a réussi à aller jusqu'au bout de ce rallye et il a donc bien gagné, il entre dans le grand livre d'or du WRC. Malgré tout, c'était écrit, je pense, Guillaume, que cette année, pratiquement, ça devait le faire au moins une fois. Hein, on l'attendait quand même, cette victoire de Rovanperä. Bien sûr qu'on l'attendait, et puis tu le sais bien, et puis nos téléspectateurs et nos auditeurs pourront réécouter l'afterlap du Monte-Carlo, mais moi j'avais déjà parié sur une victoire au rallye de l'Arctique, Oui, le deuxième rallye de l'année, où pour moi c'était vraiment un des rallyes qui pouvait gagner, sur lesquels il semblait être le plus à l'aise. Donc cette victoire, oui, c'est sûr qu'elle allait arriver tôt ou tard dans la saison. Il a eu quand même un petit trou d'air là, sur les derniers rallyes. Qui n'était pas inquiétant, mais qui fait qu'il se retrouvait quand même au championnat derrière Katsuta, ce qui n'aurait pas été ce qu'on n'aurait pas pu imaginer au début de la saison. Et puis là, il rebondit d'une manière magnifique sur cette manche sur laquelle aussi il était attendu, hein, puisqu'avec Tanak, c'était quand même les deux principaux favoris. Mais encore fallait-il finir le rallye, ce que n'a pas pu faire Tanak, finir avec la manière et savoir quand accélérer et quand gérer, et ce qu'a très très bien fait Kalle Rovanperä, et qui pose les jalons là pour le futur, très clairement. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors, on est bien d'accord qu'il y a une spéciale où il a été incroyable. La première du samedi, je suis pas fou, hein. Oui. Oui, celle du samedi matin, il a clairement posé les bases en disant à Greg Breen, qui était encore juste derrière lui le vendredi soir, voilà, aujourd'hui c'est mon terrain de jeu, c'est moi qui suis le maître des lieux, et c'est pas la peine de venir me chercher, parce que s'il faut accélérer encore, je le ferai. Et là, Breen a très clairement un petit peu ralenti la cadence derrière pour plusieurs raisons. Déjà parce que lui, malheureusement, n'a pas un programme complet. Donc, quand il faut aller chercher les derniers dixièmes de seconde qui sont extrêmement importants sur ces rallyes qui se jouent à la seconde et non plus à la minute comme le Safari,
Voilà, lui, il a cette marge que n'a pas Rovanperä. Et puis, il avait le rôle aussi de marquer des points pour Hyundai qui est extrêmement important, sachant que Tanak était déjà hors de course depuis la veille. Ah oui. Alors, est-ce que si on veut faire une comparaison un peu comme ça facile, mais peut-être pas fausse, est-ce que Rovanperä est le Verstappen du WRC? Je Ah parle bah par ça rapport peut à sa précocité et à son avènement déjà, Ah finalement. bah clairement on peut dire oui, et puis ça risque de devenir aussi on va dire j'allais dire successful, mais avec autant de victoires que Verstappen dans le futur, ça c'est sûr. Il a déjà montré par ses résultats passés dans les catégories inférieures et puis depuis 2 ans dans le WRC qu'il est capable de faire des podiums très très régulièrement. Là il montre qu'il a la capacité de gagner, il aura plus cette peur de gagner justement, et maintenant ça va être une menace sur tous les rallyes et pour tous les pilotes, clairement. Donc pour toi, est-ce qu'éventuellement aussi chez Toyota, ça ne devient pas, comment dirais-je, un équipage global difficile à maîtriser? Parce que il y a Ogier évidemment peut-être en chef de file, mais bon, Evans, on sait que c'est évidemment pas n'importe qui. Et maintenant, Rovanperä fait partie de l'équation, quoi. Ah bah clairement. L'avantage du rallye, on va dire, c'est qu'il ne peut pas se passer ce qui s'est passé hier en Formule 1. Il ne peut pas y avoir d'accroche entre des équipiers ou des adversaires. Donc là, pour cette saison encore, Ogier est quand même très loin devant. Donc voilà, même si Rovanperä ne lui laisse pas quelques victoires qui pourraient être stratégiques sur les rallyes à venir, ça ne devrait pas poser de problème. Mais clairement, pour les années futures, oui, ce sera un des pilotes avec lesquels compter pour le titre de champion. Ça, Oui. c'est clair et net, et notamment pour Evans, ça risque de poser des soucis dans le line-up de Toyota. Est-ce que toi, en tant que spécialiste, quand tu vois les caméras embarquées, par exemple, de ces trois pilotes Toyota, est-ce que tu vois des différences évidentes? Ou est-ce que globalement, c'est tous un peu les mêmes caractéristiques, éventuellement? Oui, il y a des différences. Il y a des différences dans le sens où un Ogier va être beaucoup plus propre, beaucoup plus en ligne qu'un Rovanperä qui, lui, est un pur Scandinave, donc à conduire un petit peu plus en glisse et amené un peu plus de vitesse dans les virages. Euh, Ça s'est très très largement réduit depuis quelques années par rapport aux Finlandais volants d'il y a 10-15 ans, hein, très, très clairement. Euh, mais c'est plutôt sur des passages, on va dire, hein, sur des passages où effectivement, ou des spéciales en particulier, on va sentir qu'un pilote est vraiment à l'attaque, que dans son souffle, dans les notes comme elles sont annoncées par le copilote, il y a beaucoup plus de répondants, il y a beaucoup plus de rythme. Donc on sent qu'effectivement, ils sont plus ou moins à l'attaque. Après, visuellement, entre des pilotes comme Ogier ou Rovanperä, ça se joue voilà, au dixième de seconde ou à la seconde sur des spéciales de 10, 15, 20 km. Donc au final, la différence, elle se voit pas trop. Par contre, par rapport à un Evans, notamment le vendredi, oui, là par contre, ça se voit quand on regarde les capteurs d'accélérateur, de frein, on voit qu'il freine plus tôt, on voit qu'il y a un peu plus de marge prise par rapport aux cordes ou par rapport au système pour éviter qu'il coupe les virages avec les blocs de béton ou ce genre de choses, on voit qu'il y a plus de marge. Mais bon, ça reste que des très très grands pilotes. Par contre, si on regarde les spéciales de Tanak le samedi, Oui. là, on voit encore un gap au-dessus. On voit Euh, l'avion de chasse qui est sorti et on voit la grosse, grosse attaque. Et là, c'est clair. ouais. Je te propose de scinder en deux. On va revenir dans quelques instants sur Hyundai et sur Tanak. On va finir par Toyota, après tout, puisqu'on a commencé. Avec honneur au vainqueur, bien sûr, Kalle Rovanperä. Donc à voir comment il va pouvoir enchaîner avec les 5 dernières rallyes de la saison, si ça ne va pas l'avoir complètement libéré, qu'il aura un vrai rôle à jouer. Cela étant, Evans est passé un peu à côté là. Il n'a jamais su bien s'exprimer et il l'a dit qu'il n'était pas en confiance. T'as une explication à ce niveau-là? Oui, alors au départ, on avait l'impression qu'il faisait un petit peu un rallye à la Evans, c'est-à-dire partir assez tranquillement le vendredi pour prendre ses notes, affiner les réglages et se mettre dans le rythme tout simplement, et en essayant d'augmenter par la suite en voyant un peu ce qui s'était passé devant. Et puis finalement, non, ça a été un rallye très insipide, on va dire, pour Evans. Il est passé un petit peu à travers les gouttes d'eau. Il n'a pas fait vraiment d'erreur, il n'a pas eu de problème technique ni rien. Il n'a jamais pu se battre vraiment pour une position meilleure que ce qu'il a pu avoir à la fin.
Alors après, il y a plusieurs raisons que je vois, notamment celle, et je pense que c'est la plus importante, qui est qu'il a eu un extrêmement gros crash il y a 2 ans en essai, en Estonie, quand le rallye n'était pas encore en championnat du monde, mais qu'il faisait des essais et un rallye de qualification. Donc il a eu un très gros crash qui l'a fortement blessé. Et d'ailleurs, il avait loupé 1 ou 2 rallyes par la suite, Ah ouais, c'est vrai. et puis l'année dernière, premier rallye en Estonie, et je crois qu'il est ressorti de la route assez fortement, ce qui fait que je pense qu'il y avait quand même une petite arrière-pensée, et notamment ce crash aussi d'il y a 2 ans avait déjà un petit peu affecté Dan Barrett, son copilote de l'époque, et cette année, on va peut-être en discuter, mais aussi Katsuta, s'il abandonne, c'est parce qu'à la réception d'un gros jump, le copilote est celui qui ramasse le plus, on va dire, hein, parce que lui, il n'a pas de volant auquel se tenir, donc il a que son cahier, et voilà, c'est pas ça qui va amortir le choc. Donc il s'est blessé au dos et ils ont préféré abandonner après des examens médicaux qui n'ont pas été, enfin, qui ont été rassurants, mais qui n'ont pas été suffisants en tout cas Oui. pour qu'il puisse repartir le samedi. Non, non, il y a eu des images et des photos, si là on parle d'instantané, où on voit les voitures effectivement qui sont très très hautes par rapport à la piste. Et effectivement, les atterrissages étaient violents, hein, ça c'est clair. Et donc, ouais, pour Katsuta, là, il y a eu un petit coup d'arrêt, parce on sait qu'il était très 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 régulier depuis le début de la saison. Et là, c'est pas de chance pour lui, effectivement, mais la santé avant tout, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr, et puis il était très très bien placé avant cet abandon-là aussi, hein. Donc il faisait encore un très beau rallye qui promettait de belles choses. Malheureusement, et voilà, il y a ce problème de santé qui fait qu'il est obligé d'abandonner. Après l'Estonie, on a tendance à beaucoup la comparer à la Finlande en termes de rallye. C'est vrai que les Oui. paysages sont extrêmement similaires, à 180, 170 au milieu des arbres avec des jumps. Après, c'est un rallye qui est un petit peu différent dans le sens où il y a moins de sauts, justement. Par contre, ils sont beaucoup plus impressionnants, Ouais. beaucoup plus hauts. Parce que la vitesse d'appel, en fait, avant le jump, par rapport à la Finlande, qui est beaucoup plus tortueuse en termes de spécial, là, les vitesses en entrée de jump sont beaucoup plus importantes et Ouais. donc la réception est aussi un peu plus marquée. Et c'est la grosse différence, en fait, avec la Finlande, qui Ouais, compte oui. beaucoup plus de sauts, mais beaucoup plus doux. Alors j'avais trouvé aussi une analogie avec la Croatie, pour tout te dire. C'est vrai que c'est pas si loin que ça. Et toi qui es féru de petites infos comme ça amusantes, bah écoute, tu vas peut-être apprécier ce que j'ai trouvé. Le temps total du vainqueur du rallye de Croatie 2021, Sébastien Ogier, il a fait tout le rallye en 2h51 minutes, 22 secondes et 9 dixièmes. Et ben je t'annonce que là, Kalle Rovanperä fait le rallye d'Estonie en 2h51 minutes, 29 secondes et 1 dixième. Il y a 7 secondes en temps brut, tu vois ce que je veux dire, par rapport aux deux Ouais, rallyes. C'est incroyable. ah ouais, alors après, il faut vérifier les vitesses moyennes parce que là, je crois Oui. qu'on avait 326 km à parcourir sur le rallye d'Estonie. En Croatie, je ne sais plus trop combien il y avait, Ouais. mais c'est vrai que ce sont des vitesses moyennes qui sont extrêmement importantes sur ces rallyes-là. Et ce qui est appréciable, c'est qu'on n'avait pas trop de chicanes justement à l'intérieur des spéciales en Estonie pour réduire la vitesse. Donc ça, Ouais, c'était tout à fait. assez appréciable. Voilà. Sébastien Ogier donc et Julien Gracia terminent quatrième. Bon, on a tous le sentiment sans doute qu'il y a un côté d'efficacité de prendre les points qui se refusent pas, quoi. Oui, bah de toute façon, voilà, comme tous les rallyes sur Terre, il partait avec le doute de savoir ce qui était possible de faire en fonction du balayage le vendredi. Donc très rapidement, on a vu que les premiers étaient assez significativement marqués par le balayage, hein, que ce soit lui, Evans, Neuville, même si Neuville a été quand même plutôt intéressant le premier jour, hormis sa crevaison. Et puis même Ogier s'en est très très bien sorti malgré le balayage le premier jour. Donc après, il a, oui, plus ou moins assuré, puisque les deux de devant étaient clairement sur une autre planète, Breen et Rovanperä. Donc bon, c'est un rallye sur lequel il pouvait se battre avec Thierry Neuville. Euh, voilà, je sais pas trop pourquoi. Il y avait quand même un gap entre les deux. Quand Neuville a voulu vraiment attaquer, il a créé le trou. Après, il y a eu quelques consignes d'équipe aussi chez Hyundai qui ont fait que je sais pas, j'ai l'impression que Ogier l'a un peu mal pris aussi et il s'est dit puisque c'est comme ça, moi j'assure ma quatrième place. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller à la bagarre avec Neuville pour viser le titre de champion.
Je l'ai senti un peu plus aussi à l'arrivée de la Power Stage, un peu désabusé par ce genre de consignes. Bon, bah, ça fait partie du jeu, ça fait partie des règles. Malheureusement, on autorise ce genre de choses de par la réglementation. Donc, Oui, donc là, tu fais mais référence bon, aux arrivées, ouais, aux pointages un peu en retard qui ont c'est pu ça. être constatés, oui. C'est ça. C'est qu'en fait, Ottanak était censé partir dans les premiers le samedi, puisqu'il avait fini dans les derniers le vendredi. Et puis, il a pris beaucoup de pénalités, en fait, pour venir s'intercaler entre Ogier et Neuville, pour lui offrir justement un balayage supplémentaire pour pouvoir essayer d'avantager un peu Neuville, ce qui au final était très très négligeable, mais c'était plus un jeu psychologique en fait. On sait Mhm. qu'Ogier est très féru de ça, il aime mettre la pression sur ses adversaires. Et là, cette fois, Hyundai a voulu faire un petit peu la même chose en lui disant, bah voilà, nous on joue l'esprit d'équipe, on met toutes les chances pour Neuville, on le met en confiance et là il est parti pour attaquer à fond et charge à toi de faire la différence. Ouais. Oui, oui, le connaissant, oui, oui, t'as raison, ça a agacé Seb et effectivement, on l'a senti un peu énervé, oui, oui, agacé, tout à fait. Alors, si j'enchaîne quand même avec Sébastien Ogier, et puis bah, après, vraiment, on va vraiment parler de Hyundai. Donc, quand même est venue une info de Monza où avait lieu le WEC. C'est bien là que je tire ce trait d'union entre les deux disciplines. Ouais, Où apparemment, donc, on confirme bien qu'il y a des discussions pour qu'Ogier, l'année prochaine, s'aventure en WEC. Hein. J'ai bien lu ça. Je suis pas fou. Bon, c'est ça. C'est ça. alors. Bon, moi je persiste à penser, mon cher Guillaume, puisque là on est entre nous et on se dit les choses, je vois pas comment Ogier s'intègre dans une équation WEC-Toyota, s'il y a que deux voitures. Oui, oui. Alors, plusieurs choses. Alors déjà, WEC, c'est le championnat du monde d'endurance hein, pour les fans de rallye et amateurs qui nous regarderaient. Donc effectivement, oui, championnat du monde d'endurance dans lequel Toyota est également engagé dans la catégorie Rennes des hypercars depuis cette année, donc qui engage deux voitures. Et donc, Ogier n'a jamais caché son envie de faire un peu plus de circuits, de diversifier ses activités dans les années à venir, et notamment Le Mans, qui l'intéresse très très fortement. Et donc, on a appris effectivement de manière officielle ce week-end qu'il y avait des discussions qui étaient en cours pour que Sébastien Ogier puisse réaliser quelques essais sur le simulateur donc d'endurance à Cologne chez Toyota pour pouvoir commencer à appréhender justement cette hypercar, donc la voiture d'endurance de Toyota, pour appréhender un peu tout ce qui est aérodynamique, trajectoire sur circuit, adhérence, appui, etc. Pour potentiellement ensuite sur la fin d'année réaliser des premiers essais sur piste avec cette hypercar dans le but éventuellement de disputer les 24 heures du Mans 2022. Ah, Donc, oui, bah 2022, l'année 2022, prochaine. oui, 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 tout à fait, l'année On prochaine. est bien Donc, d'accord. il passerait peut-être avec des premières courses sur les premières manches du championnat du monde d'endurance sur le début d'année 2022. Donc, effectivement, la question se pose de comment est-ce qu'il s'intègre dans des équipages qui sont pour le moment très bien modélés pour les deux Toyota numéro 7 et numéro 8 qui sont engagés en endurance. Après, voilà, on n'est pas dans les petits papiers. Est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voiture qui serait en réflexion du côté de Toyota? On sait que ça n'a jamais été trop Non. leur manière de fonctionner, mais bon, vu la concurrence qui s'annonce pour les années suivantes en championnat, avec Ferrari, Porsche, Peugeot, Audi qui vont revenir, euh, ils vont peut-être vouloir aussi avoir le maximum d'informations sur 2022 avec trois voitures. Donc dans ce cas-là, voilà, Ogier peut très bien se greffer sur un équipage. Après, c'est vrai que je le vois un peu moins bien se mettre sur une des deux voitures comme avait pu le faire Alonso, qui lui avait une très forte expérience du circuit, Ah oui. de la course en peloton, de rattraper des retardataires et autres, ce que n'a clairement pas Sébastien Ogier. Ah oui, oui. Donc voilà, mais bon, Bon, affaire à à voir. suivre, ça c'est C'est sûr, ça. mais oui, voilà, on est pareil, là, tout le monde sera d'accord avec nous. Sébastien Ogier peut pas d'un coup rivaliser avec Sébastien Buemi, Kamui Kobayashi et Mike Conway dans une Toyota hypercar. C'est pas possible. On en Donc, serait étonné. Ouais.
Oui, donc soit effectivement c'est la bonne excuse, mais légitime, que les deux pilotes japonais sont occupés au Japon en Super GT ou je sais pas quoi, et qu'effectivement il y a une fenêtre qui s'ouvre, ça ok, ça peut arriver, mais bon, c'est vraiment histoire de trouver quelque chose. Soit Ouais. effectivement il y a une troisième voiture, ton argument sur la concurrence qui arrive, bah oui c'est vrai, ça sera un argument pour, parce que, attends, à une époque on sait très bien, Audi, Porsche, et je fais référence à l'année 2015, tu te souviens, la victoire d'Hülkenberg, il y a 3 Porsche, il y a 3 Audi, mais c'est vrai qu'il n'y a que 2 Toyota. Mais les grandes équipes, et Peugeot après, ou avant, on l'avait aussi fait, on met souvent 3 voitures si on veut gagner, Oui. effectivement. Bon, Oui. donc oui, affaire à suivre. Donc moi, écoute, je suis content de voir que Sébastien est considéré à sa juste mesure, et que chez Toyota, on le considère effectivement comme quelque chose de très important qu'il va falloir bien négocier. Maintenant, c'est vrai que je m'interroge, voilà, sur Non. comment ça va se faire. Oui. Ah bah, c'est sûr que l'interrogation, encore plus avec ces infos qui sont sorties, les interrogations vont être d'autant plus grandes. Après, pour ce qui est de clash de dates et autres, bon, Le Mans, ça reste quand même la course dans l'année. Donc, je pense que même s'il y a d'autres courses en parallèle, les pilotes mettent quand même la priorité sur Le Mans. Mais oui, effectivement, quand il y a une vraie concurrence, gagner Le Mans avec seulement 2 voitures par rapport à d'autres qui en amènent 3, ça reste quand même compliqué. Hein. L'histoire l'a montré avec Toyota, justement, malheureusement, hein, et on le voit régulièrement. Après, je me fais pas de soucis pour l'après-carrière rallistique de Sébastien Ogier. Il trouvera des choses à faire. Il a donc notamment parlé du Mans. Je le pense et je le sais déjà très rapide sur circuit. Après, voilà, il y a peut-être y avoir d'autres choses comme le Dakar qu'il avait mentionné aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le voir sur les 24 heures du Mans, un peu comme Sébastien Loeb avait pu le faire. Mais bon, je lancerai quand même une pétition pour qu'il reste en rallye à temps plein l'année prochaine, qu'il se Voilà. fasse les dents un petit peu sur quelques manches d'endurance, effectivement, et qu'il fasse les choses très proprement en 2023, après avoir gagné un nouveau titre en WRC en 2022, parce ils sont encore au sommet de leur art. Ils nous ont fait Ouais. un rallye sans erreur, qui finit à une 4e place, qui peut paraître un peu terne, mais dans le contenu, en tout cas, c'est encore Ouais. c'est encore pas un chef-d'œuvre, mais c'est encore une très belle prestation de leur part, quoi. Ouais. Ce que vient de dire Guillaume Lafay, mesdames et messieurs, vous voyez, c'est source de débat, mais je crois qu'il n'est pas seul à dire ça, il exprime ce que beaucoup pensent. Donc, dans vos commentaires sur la vidéo, sur la chaîne YouTube de l'Afterlap, n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos réactions par rapport à ce que vient de dire Guillaume, parce que c'est vrai que le débat, il est là, quoi, et on le partage assez. Alors, Guillaume, si on revient sur ce rallye d'Estonie, il y avait aussi une analogie qu'on pouvait tirer avec la Formule 1. Tristan Gobandi me l'a bien expliqué dans l'épisode consacré à la F1. Après le Red Bull Ring, les 2 victoires de Verstappen, après 5 victoires consécutives de Red Bull par rapport à Mercedes, après les petites erreurs de Bakou, tout ça, il était évident, ça a fait partie de cette dramaturgie du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021, que Mercedes, là, et Lewis Hamilton en premier, ne pouvaient pas essayer de remettre les pendules à l'heure, et ne pouvaient pas passer à côté de ce rendez-vous. Là, il y avait une obligation de ne rien lâcher. Et on en a eu finalement la preuve dans le premier tour. Bon. En Estonie, a priori pour nous, et toi et moi, on en avait parlé, c'était pareil, je suis désolé. Obligation absolue de résultat pour Hyundai, obligation de victoire pour Tanak. Il n'y avait pas d'autre objectif pour ce binôme. Et ça Ouais, n'a pas c'est ça. fonctionné. C'est ce qu'on s'était dit sur les 2-3 derniers débriefings, d'ailleurs, c'est que oui, il fallait que Hyundai et ses pilotes, s'ils voulaient garder une chance aux différents championnats, réagissent tout de suite. Et tout de suite, c'était dès l'Estonie où Tanak était effectivement le très grand favori, et c'est aussi à Ypres où Neuville, pour le coup, sera le très grand favori. Bon, il s'avère que sur ce rallye, Tanak semblait extrêmement rapide, voire plus que semblait, hein, il était extrêmement rapide. Malheureusement, il a eu cette crevaison le premier jour dans la 3e spéciale. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Il perd que quelques secondes, une vingtaine de secondes, qui étaient très largement récupérables sur le reste du rallye, vu son rythme, très clairement. Il est parti vraiment le couteau entre les dents sur la 4e spéciale. Et là, c'est là où il fait un petit peu l'erreur, parce qu'il avait le temps de remonter.
je pense. Il avait le rythme, il avait la voiture, on l'a vu sur le reste du rallye, mais il fait cette grosse erreur qui l'envoie dans un champ, qui le fait crever à nouveau. Et donc, de même que pour le Monte Carlo, étant donné qu'il n'avait plus assez de roues de secours, et il est obligé d'abandonner, ce qui fait qu'il laisse la voie libre à Rovanperä, et ce qui fait encore un gros coup dur pour Hyundai, qui derrière n'avait plus que Breen et Neuville un petit peu plus loin. Mais bon, effectivement, oui, c'est encore un rallye 100 pour Hyundai. En tout cas, sans gros points. Il récupère quelques points par rapport à Toyota, il me semble, au cumul. Mais ça reste, ça reste assez anecdotique par rapport au retard qui avait été accumulé, et encore plus au championnat pilote, puisque Tanak maintenant il se retrouve à 74 points de Ogier, donc c'est presque 3 rallyes. Neuville est à 52 points, donc c'est déjà 2 rallyes avec les victoires, avec quelques points grappillés dans la Power Stage. Donc oui, ça fait loin avec les 5 rallyes qui restent. Sachant que Ogier est quand même pas coutumier du fait des grosses erreurs. Il en a déjà fait une à l'Arctique. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué avec un Ogier qui sait jouer les points placés. Donc oui, c'est un rallye encore un peu coup-ci coup-ça pour Hyundai. Il peut avoir un peu plus le sourire que par les rallyes précédents. Oui, c'est sûr, on prend. Parce que Breen, double podium, Breen fait deuxième, était dans le coup par rapport à Rovanperä. Mais bon, voilà, ce qui reste aujourd'hui, c'est la lumière Rovanperä de ce rallye, et c'est ce qu'on retiendra. C'est certainement pas les places de 2 et 3 de Hyundai. Non, mais attends, je te trouve un peu gentil avec Tanak. Pour moi, c'est une vraie connerie. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est la vraie faute professionnelle, pratiquement même. Faute professionnelle, c'est toujours facile à dire. Quand il repart le couteau entre les dents, énervé, veut refaire son retard tout de suite. Voilà, faut pas oublier aussi qu'entre les spéciales, les infos ont peut-être parfois un peu du mal à transférer, de savoir exactement où en sont les adversaires. Entre 2 spéciales, en plus, quand ils ont une roue à changer, il y a énormément de choses à faire. Ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est pas juste relier un point A à un point B. Il faut faire des pressions de pneus, il faut parfois purger les freins, il faut donc là, pour le coup, changer les roues. Il faut communiquer avec l'assistance pour savoir s'il y a des clics à faire ou pas pour adapter les suspensions. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent dans leur tête et dans leurs mains. Et donc, de se recalmer, de repartir à tête froide, sachant qu'on vient de prendre 20 secondes, que c'est un rallye qui parfois peut se jouer vraiment à la seconde ou au dixième, c'est difficile de se mettre à leur place. T'as raison. Voilà. Et puis, Tanak, on connaît son tempérament. On sait qu'il est capable de voler, et c'est ce qu'il a fait le samedi sur toutes les spéciales. Peut-être qu'il l'a fait un peu trop précipitamment, mais qu'il aurait dû prendre un petit peu plus de temps, mais bon, c'est facile à dire après. Ouais. Bon, le fait est que les crevaisons tombent sur Hyundai, là aussi. Oui, elles tombent sur Hyundai. En même temps, à part celle de Tanak, la première où on ne sait pas trop d'où elle vient. La deuxième de Tanak, il sort très fort dans un champ. Celle de Neuville également, c'est une grosse sortie. Et d'ailleurs, ça aurait pu être bien pire que de perdre 18 secondes au final. Neuville s'en tire plutôt bien. Après, c'est vrai qu'on s'attendait pas, et moi je m'attendais pas à avoir autant de crevaisons sur un rallye comme celui-là, que ce soit en WRC2 aussi, où Rosberg a souffert de 2 qui, elles, pour le coup, sont plutôt inattendues aussi et pas vraiment explicables. C'était un rallye sur lequel on pensait qu'ils allaient tous partir en soft sur toutes les boucles, puisque pour le coup, cette fois, c'était inversé. On avait un quota bien supérieur de pneus soft et on pouvait faire tout le rallye en soft. Et le samedi, et c'est peut-être aussi ce qui a avantagé un peu Hyundai, ils ont fait le choix de partir sur les spéciales plus longues avec 2 pneus hard sur les 5 qu'ils emmenaient. 2 pneus hard qui permettaient de faire tourner les roues en fait en fonction des spéciales pour répartir un peu l'usure et puis pour garder de la stabilité dans la voiture, avoir une voiture qui se comporte de manière un petit peu plus rigide en fin de longue spéciale, alors que Toyota, eux, et notamment Ogier, avaient fait le choix de prendre 6 pneus, donc 2 roues de secours, mais 6 pneus soft. Donc ils pouvaient changer une roue en plus, mais ça restait du soft, donc donnait un grip un petit peu plus important, certes, mais qui se détériorait plus rapidement aussi dans la boucle. Ouais, d'accord, ok.
Bon, alors donc Tanak, bah oui, là je crois qu'honnêtement, les carottes sont cuites, ça c'est sûr pour l'année 2021. Hyundai, il y a du souci à se faire. Neuville a fait un beau podium. Alors tu as vu que la nouvelle de fin de rallye, ça concerne son excès de vitesse Oui, assez important constaté en liaison. 190 au lieu de 90 km/h. Je crois que c'est bien ouais, ça le chiffre que c'est j'ai. ça. Bon. Est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui effectivement sont très attachés à la rigueur au fait que les pilotes de rallye respectent le code de la route? Enfin, je dis ça comme ça en termes un peu génériques. Quand tu entends ça, ça te choque, ça t'énerve. Tu aurais tendance au contraire à plutôt à excuser un peu les pilotes. Enfin, quel est ton état d'esprit là-dessus? Il y a de tout. Il y a de tout qui se mélange. Excuser, non, ça les excuse certainement pas. Des circonstances atténuantes, si on peut dire, oui, il peut y en avoir. Alors, plusieurs choses. Déjà, la valeur de 190, bon, c'est vrai, elle me paraît un petit peu élevée quand même, parce que Oui, moi, de ce que j'ai vu en spécial, justement, et c'était un des points que je voulais mentionner, c'est que les Hyundai avaient l'air plafonnés à 188, 89, voire 90, alors que les Toyota étaient plutôt aux alentours des 195, 194. Donc, qu'ils se fassent attraper sur le routier à 190, bon, ça me paraît oui, un tout petit peu beaucoup. oui. Bon, C'est pas logique, oui. même si c'est 180 par rapport à 90, c'est toujours deux fois plus. Et si c'est limité à 90, c'est qu'il y a des raisons. Et nulle part, à part sur les autoroutes allemandes, on est autorisé à rouler à cette vitesse. Donc c'est clairement pas une excuse. Euh, Après, voilà, bah, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire entre des spéciales. Encore plus, Thierry et Martin avaient eu un problème sur la voiture, donc ils avaient, et d'ailleurs ils ont pointé en retard au contrôle horaire suivant. Donc cet excès de vitesse, voilà, il était, je dirais, explicable par le fait qu'ils étaient très en retard, qu'ils jouaient clairement la place sur le podium et ben, ils ont joué, ils ont perdu. Ils se sont fait attraper. Et voilà, ils auraient très bien pu ne pas se faire attraper. Mais bon, on rappelle que les liaisons sont sur route ouverte, que tout le monde et tous les pilotes doivent respecter le code de la route. De la même manière que Ogier, quand il a eu son accident en Croatie, devait respecter le code de la route, ne devait pas griller le feu rouge après avoir fait son constat ou ne l'avoir pas fait. Ben justement, c'est ce qui avait créé un peu la Ouais, polémique. Mais là, oui, effectivement, oui, c'est choquant. C'est choquant de voir un ouais, pilote sur une liaison qui roule à deux fois la vitesse ouais. autorisée. Il y a des dangers qui sont les mêmes pour tout le monde sur la route. Après, il prend une grosse amende de 2300 ou 2500 euros. Oui, et on S'il menace d'une rectifie, suspension d'un rallye s'il y a un nouveau dépassement de vitesse de code de la route, on va dire, de plus de 30%. 30%, ça peut arriver vite, hein. 30%, ça peut arriver vite, mais bon, d'un autre côté, il peut s'estimer heureux parce qu'il aurait pu avoir un retrait de permis et interdiction de terminer le rallye. Ça dépend des règles en vigueur dans les pays, hein, mais comme une fois Solberg l'avait fait, par exemple, je ne sais plus dans quel pays, mais il Ouais, avait eu un retrait de permis et c'est son copilote qui avait terminé le rallye, c'est vrai. qui avait même fait la dernière spéciale. Ouais, Donc voilà, il y a d'autres pilotes qui ont été complètement mis hors course après un gros excès de vitesse parce que retrait de permis temporaire dans le pays. Voilà, là, apparemment, ça a été a posteriori, donc c'était oui. un radar. En fait, ils n'ont pas été arrêtés, donc ils ne pouvaient pas avoir de retrait de permis immédiat. Après, je ne sais pas ce qui va se passer entre les autorités estoniennes, belges, monégasques, là où il habite. C'est pas non plus dit qu'il n'ait pas un retrait de permis, ne serait-ce que temporaire, par la suite, hein. Ça, il Ah, faudra oui. le suivre dans les 10-15 jours à venir. Mais bon, toujours est-il que voilà, il faut respecter le code de la route. Ils auraient dû le faire. Il y avait des explications qui font que, mais c'est pas excusable. Ouais. Parle pas de malheur hein, pour le prochain rallye, puisque c'est chez lui, hein, c'est en Belgique, donc il faut Oui, oui, absolument qu'il soit là. je sais bien, hein, mais bon, tu sais comme moi que tout un chacun, nous, si on est pris comme Ouais. ça à 190 en Espagne ou en Belgique, justement, il y a des chances que les autorités elles se mettent en relation et elles disent oh là, attention, celui-là, Hmm. voilà. Ouais, non, t'as raison. Et dernière chose pour Neuville, t'as vu, il avait un problème aussi à l'œil droit, qui l'a manifestement handicapé. Ah, ça, j'ai T'as pas vu? vu, Ouais, quoi. ouais, non, non, il avait une blessure à l'œil, enfin une blessure, non. En liaison, Martine Vidague a parfois conduit, hein, justement, parce D'accord. que il avait du mal à bien voir avec son œil droit, et je veux croire que ça l'a vraiment handicapé, et que ça Oui, devait oui. pas être de tout repos, et ça devait un peu prendre la tête, cette histoire, parce Il y avait que
Bon, c'est rare d'entendre ce genre de truc. Mais si, il a eu effectivement un gros problème de vision à l'œil droit. Très, très étonnant. Bon. Alors, juste une dernière question pour terminer avec Hyundai. Craig Breen. Qu'est-ce que tu penses de Craig Breen? Moi, j'avoue que j'aime bien ce petit gars, même si il est plutôt jeune quand même maintenant. Mais bon, il m'a toujours donné l'impression d'avoir la pêche, d'avoir un bon fighting spirit, d'être capable de faire effectivement des exploits même, incontestables. Peut-être de manquer un peu de quelque chose pour être un grand vainqueur de rallye, voilà. Mais j'avoue que moi, je suis content quand je vois que Green fait 2 et que c'est lui le meilleur Hyundai à l'arrivée. J'ai une petite affection pour lui. Quel est ton avis? Ah ben, on peut dire qu'il a le smile, il a la banane hein, sur des rallyes comme ça. Voilà, ça fait plaisir de le voir à l'arrivée avec le sourire jusqu'aux oreilles et à dire je me suis régalé sur ce spécial, ces voitures sont magnifiques, l'aéro c'est génial, on a des vitesses de passage de folie. Oui, ça fait plaisir de le voir. C'est des rallyes sur lesquels il est extrêmement à l'aise. Déjà l'année dernière, il finit deuxième derrière Tanak. Hein. On sait que ce sont des rallyes comme la Finlande qui lui conviennent bien. Après, pour aller chercher, comme on en parlait tout à l'heure, les derniers dixièmes, les dernières secondes, il manque de roulage. C'est un programme partiel qu'il a. Ça faisait presque 2 mois, voire un peu plus, qu'il n'avait pas roulé en championnat du monde. Donc voilà, c'est peut-être ça qui lui manque un petit peu. Mais oui, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il se positionne très clairement pour l'année prochaine, pour les volants en WRC 1 et avec les nouvelles voitures hybrides, que ce soit déjà chez Hyundai ou chez d'autres. Hein. On en parle notamment chez Ford, par exemple. On pourra en discuter juste après, mais oui, il se positionne comme une valeur sûre, en tout cas, d'un pilote qui est capable de ramener des points. Après, il y a d'autres rallyes sur lesquels il est capable aussi de passer complètement à travers. Et je crois que c'est au rallye de l'Arctique cette année où on pensait le voir un peu à la fête, et puis où il est passé clairement à travers. Mais oui, c'est un bon pilote. En termes de mise au point de voiture, je ne le connais pas trop, j'ai jamais eu trop l'occasion de travailler avec lui. Mais en tout cas, oui, avec son copilote, ils forment un bel équipage et ils sont capables de ramener de gros points en limitant les fautes. Donc, tout à fait. très très beau rallye de sa part et content qu'il ait pu garder sa deuxième place aussi. Et voilà, c'est peut-être ce qui va créer un petit. D'ailleurs, je crois que j'ai entendu dire que c'était un petit peu chaud chez Hyundai hier soir, mais que voilà, il a gardé sa deuxième place. Ils n'ont pas voulu le faire dégringoler à la troisième place pour donner les 3 points à Neuville. Bon, on verra ce que ça donne à la fin du championnat. Oui, ça a traversé l'esprit de beaucoup de monde, cette histoire, oui, parce qu'on s'est forcément dit, allez hop, c'est bon, non, effectivement, Breen reste 2, ouais, je suis d'accord. Tout à fait, donc on verra. Bon, ok, mais si tu as des infos, tu nous les donneras, bien évidemment. Oui, non, mais pour le moment, ouais, je crois que ça va remuer un petit peu dans les brancards du côté de Alzono cette semaine, et je crois que tout le monde a quelque chose à dire, et puis il faut souligner aussi que c'était la dernière apparition d'Alain Penasse, oui. qui jouait beaucoup le tampon aussi, ça je sais, en interne, par rapport aux desiderata de chacun, même avec les Coréens, il arrivait parfois à bien temporiser les choses. C'était sa dernière prestation chez Hyundai, tous les pilotes, et ça c'est quand même une marque de grand respect et d'admiration, lui ont tiré leur chapeau à la fin de la Power Stage. Donc je pense que ça risque de faire un petit peu de mal à Hyundai après avoir qui va le remplacer. Mais bon, je pense que les 15 jours là avant Ypres, qui est et restera là l'échéance principale de la deuxième partie de saison pour Hyundai et pour Thierry Neuville encore plus, je pense que ça va être un peu actif de leur côté. Oui, tout à fait. On continue notre passage en vue, effectivement, Ford. Bon, c'est vrai que là, c'est la troisième force du plateau, un peu derrière. Greensmith pas aidé dès le début, ça c'est sûr. Greensmith pas aidé, Suninen pas aidé non plus, qui a fait quelques erreurs. Ils ont eu ces problèmes aussi on va dire, de ce qu'on appelle dans le milieu les gremlins. Au niveau électronique, qui générait pas mal de petits problèmes de coupure moteur, d'alarme de température d'eau qui se mettait en route sans forcément de raison. Donc, ils les ont pas mal pénalisés. Après, de toute façon, ils avaient pas le rythme. Hein. Et puis, Suninen, dès le départ, on a vu qu'il était un petit peu en retrait aussi. Lui aussi joue ses dernières cartes pour l'année prochaine. Ça a l'air d'être un petit peu mal embarqué par rapport à Adrien Fourmeau qui, en WRC2, fait encore une belle course.
On en reviendra peut-être un petit peu Ouais. dessus, mais il fait encore une belle course, il met quelques points dans son escarcelle à nouveau. Oui, mais de manière générale, Ford est passé un petit peu à travers le rallye, on va dire. Ouais. On attendait un petit peu mieux avec les évolutions moteurs, et puis finalement, on se rend compte que voilà, même sur la Finlande, il faudra peut-être pas trop compter avec eux, sauf si on a un Suninen de gala, et encore, on n'est même pas sûr que ce soit lui dans la WRC. Ouais. Ce sera peut-être bien Adrien Fourmeau, donc à voir. Oui, tout à fait. Alors le rallye Finlande, hein, je rappelle il est plus tard dans la saison, hein. Oui, il a été décalé à l'octobre, à la fin d'année, je crois. Tu vois, même moi, j'ai encore spontanément, parce que quand tu parles de la Finlande, je me dis, bah attends, bah, je viens de dire que c'était Ypres, et je le sais que c'est Ypres, mais après je me dis, bah attends, Oui, la Finlande, on est tellement habitué à ce que ce soit non, oui, effectivement. c'est Ypres, il y a l'Acropole ensuite, et puis la Oui. Finlande qui est avant l'Espagne et le Japon, éventuellement, si on peut finir au Ouais. Japon. Ah, mais je suis allé 2 fois à Jyväskylä, évidemment sur place pour suivre le rallye de Finlande, et effectivement, bah, c'était le rendez-vous de fin juillet, début août, Ah et oui, effectivement, tout là, à fait. il y a une petite habitude à changer, c'est vrai, oui, même Ouais, moi, il ouais. faut que je m'habitue. Toi, tu as connu Jyväskylä Oui, sur oui, place, hein? oui, oui, Pas mal, hein, oui, c'est sympa, hein? c'est très très sympa. Et puis j'ai eu l'occasion on va dire, grâce à Juho Hänninen et Mikko Markkula, justement le copilote de Suninen actuellement, de remporter le rallye de Finlande en WRC2 à l'époque, qui Oui. était le SWRC. Donc oui, oui, j'ai pu. Et puis après, j'y suis retourné aussi 2 ans après pour assister Zape Kalapi Ouais. et Hayden Paddon, justement, à l'époque, quand ils étaient sur les Skoda S2000. Ouais. Donc oui, un très, très, très beau rallye. J'en profite, Gogo, de te faire le petit coucou, puisqu'on s'était rencontrés sur le rallye de Finlande, et justement, il est très actif sur nos vidéos, il nous suit toujours, donc je lui fais un petit coucou, ça m'y fait penser. Voilà. Ouais, bah, très bien, il n'y a pas de problème. Pierre-Louis Loubet est à l'arrivée. Pierre-Louis Loubet Oui, a été propre, enfin, me semble-t-il, et c'est un résultat qui devrait faire du bien. oui. Alors, Pierre-Louis Louvet, 2 choses. Donc, effectivement, il fait encore un rallye, enfin, il fait un rallye en tout cas assez propre, à part Mm. une sortie de route Oui, la première journée qui l'handicape un petit peu, puisqu'il est obligé de passer en mode routier sur la fin de spéciale, parce qu'il avait des feuilles et du gravier qui bouchaient ses aérations de refroidissement. Mais sinon, il a fait un rallye voilà, propre. Il fallait qu'il soit à l'arrivée, il fallait pas qu'il ait de problème. C'est ce qui est arrivé. Après, en train de rythme, il était très largement très loin des WRC, voire même parfois juste ou même un peu derrière les meilleurs WRC2. Donc là, ça pose quand même quelques questions. Ça pose quand même quelques questions. Je tiens aussi voilà, à réhabiliter un petit peu, et je me suis rendu compte qu'on avait été peut-être un peu critique envers lui sur les rallyes précédents, disant qu'il manquait de rythme, etc. Bon, j'ai eu quelques infos en inside où effectivement la voiture, et ce qui lui pose peut-être préjudice, c'est qu'elle ait la même décoration pas loin que les voitures officielles, mais elle est oui, quand même très 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 loin d'être une voiture officielle. C'est un châssis de 2018. Il n'a oui. pas les dernières évolutions en termes de train roulant, en termes d'amortisseurs et même de moteur, hein, ça c'est clair. On est quand même très très loin d'une version client comme on pouvait les avoir dans le passé sur des Peugeot ou notamment avec les 307 ou les 206 WRC où là c'était vraiment très très proche. Là on est quand même loin et j'ai l'impression en fait que Pierre-Louis est en train de souffrir de ça parce qu'on remet beaucoup en question ses performances, ses sorties de route. Mais j'ai l'impression aussi que ces sorties de route, elles sont aussi dues au fait qu'il est obligé vraiment de pousser à chaque Oui. fois pour essayer de sortir quelque chose de la voiture. Après, d'un autre côté, ça reste une voiture, une WRC1. C'est pas normal non plus qu'il soit aussi proche des WRC2 dans le mauvais sens du terme. Mm. Euh, voilà, des Mikkelsen, des Osberg et autres. C'est des gens et Rovan Pera à l'époque, hein, c'est des gens avec qui il se battait très régulièrement et droit dans les yeux quand ils étaient tous en WRC2. Il n'y a pas de raison que Pierre-Louis ne puisse pas reproduire ce genre d'expérience sur une WRC. Donc aujourd'hui, ce qui serait peut-être intéressant, effectivement, c'est de faire une ou deux impasses et d'essayer d'avoir une vraie voiture presque officielle sur une ou deux manches en fin de saison. On sait que les voitures vont changer, donc Hyundai n'aurait plus j'allais dire
comment dire, de doute à lui donner des pièces, voilà, même s'il les casse et autres, elles ne seront pas réutilisables l'année prochaine. Donc voilà, et ça pourrait lui permettre de montrer vraiment une vraie pointe de vitesse et de ôter tous les doutes. Parce que là, aujourd'hui, on ne sait pas, on doute de ces compétitions qui exploitent la voiture alors que c'est une équipe qui est extrêmement professionnelle. On doute de Pierre-Louis Loubet et de sa capacité à être dans le haut du panier. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Voilà, il fait un rallye propre, il est à l'arrivée. Voilà, j'espère qu'il aura en tout cas des chances, des vraies chances de défendre son beefsteak par la suite et de montrer de quoi il est capable. Ah oui, parfois les commentaires sont forcément peut-être un peu injustes ou vu de loin, on ne sait pas forcément toujours tout. Mais Pierre-Louis, non, on est évidemment de tout cœur avec toi et on ne peut que soutenir nos forces françaises engagées en WR. C'est ça, on rassure tout le monde, c'est évident. Les Françaises et les autres espoirs qui malheureusement voilà, souffrent de ce genre de choses. Hein. Par exemple, un Oliver Solberg, on peut se dire qu'il n'a pas forcément les mêmes problématiques, mais en fait, si, il va se retrouver à lui aussi devoir prouver. Hein. Ça fait 2 fois qu'il sort au bout de quelques spéciales à peine. On pensait que c'était le futur Rovanperä. Aujourd'hui, la question, elle se repose par rapport à Oliver Solberg. Hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Solberg qu'il a forcément tous les passe droits. Donc il faut qu'ils fassent tous leurs preuves. Et le mieux sont équilibrées les forces et le mieux c'est pour le spectacle. On voit le plateau en WRC2 qu'il y avait ce rallye, mais c'était démentiel. Bah oui, alors justement, WRC2, tu peux enchaîner. Donc bon, tu es peut-être content, mais on l'est tous, que Mikkelsen nous a affiché son plus beau sourire à l'arrivée et qu'il a bien gagné. Mais c'est vrai qu'il a été impérial. Hein. Ouais, on va peut-être passer rapidement dessus, mais c'est vrai que le plateau en WRC2 entre Mikkelsen, Rosberg, Fourmeau qui revenait, Lukjanuk, Utunen qui avait gagné précédemment, j'en passe et des meilleurs, Solberg, Gryazin, Kajetanovic. Voilà, c'était un plateau vraiment quasiment digne on va dire, de la deuxième partie de la grille de WRC1. C'est un rallye qui a été, on va dire, dominé par le russe Lukjanuk en termes de rallye 2. Hein. Je parle de manière globale. Dominé par Lukjanuk qui avait un rythme vraiment extrêmement impressionnant. Il a une connaissance du terrain très importante. Voilà. Et puis derrière, Mikkelsen, Rosberg qui, eux, jouent le championnat WRC2, donc qui est un tout petit peu différent puisque Lukjanuk ne fait pas partie de ce championnat. Donc effectivement, Mikkelsen et Rosberg se plaçaient tout de suite derrière et n'ont pas forcément cherché à aller le titiller justement parce qu'ils avaient leur propre championnat à jouer. Rosberg semblait quand même encore un cran au-dessus par rapport à Andreas, puisqu'il a énormément souffert aussi de crevaisons, une pénalité pour un départ un peu volé, plutôt litigieux, la pluie qui s'abat le dernier jour dans la dernière spéciale, alors que Mikkelsen l'avait eu un petit peu moins marqué. Bon, voilà, il semblerait que la C3, quand même sur la Terre, fasse quand même d'énormes progrès. Donc ça promet pour la fin de saison. Mikkelsen fait une superbe performance, récupère les 5 points de la Power Stage, ce qui le conforte un petit peu dans son classement en tête du WRC2. Mais il ne faut pas oublier que Rosberg a un rallye en moins aussi. Donc voilà, il faut faire les comptes à la fin de la saison. Ouais. Et un beau championnat. Ensuite, Boulaccia qui finit 3e au WRC2, le Bolivien, donc qui continue son apprentissage. Assez intéressant à suivre dans le futur. Et puis notre Adrien Fourmeau, j'en parlais tout à l'heure, qui finit 4e. Donc la seule problématique, c'est que voilà, il n'y a personne d'autre qui a une Ford et qui joue les avant-postes. Donc on ne sait pas trop si effectivement il peut se battre à la régulière avec les mecs qui sont devant ou pas. Mais il fait un rallye costaud avec des bons temps et une belle 4e place au final qui certes peut paraître un peu décevante, mais bon, comme il l'a dit, c'est aussi un peu compliqué de s'adapter, de redescendre de la WRC à la WRC2. Donc, ce qui l'a un peu pénalisé sur les premières spéciales. Et puis ensuite, il a assuré pour finir à marquer des points avec quelques petits problèmes techniques. Ouais, c'est sûr. Bon, écoute, là, j'ai l'impression qu'on a quand même tout dit. Hein. On a été long, mais bon. En tout cas, toi, ça c'est sûr. Merci.
Merci Guillaume. Bon, tu vas pouvoir peut-être prendre quelques petits jours de vacances, puisque après tout, nous sommes bien en période estivale, mais tu vas continuer de suivre l'actualité du WRC, bien évidemment. Bien sûr, prendre quelques jours de vacances, aller sur quelques événements potentiellement de sport auto aussi, en profiter. Et puis oui, ça fera du bien là, avec le soleil qui revient aussi. Voilà. Et puis on va en profiter aussi pour avancer sur sur le projet Auto Mini Racing. Je sais Alors, que tu es friand, donc oui. aujourd'hui je t'ai apporté une petite exclusivité. Ah, Encore, voilà, à chaque une fois, petite il en faut exclusivité une. qui me tenait à cœur. Donc là, tu vois, aujourd'hui, c'est la fameuse voiture de Michel Vaillant, Ben oui, c'est bien donc ça, en oui. 43e. Donc on peut retrouver dans la fameuse BD C'est le du, grand défi, ouais, du c'est Grand le premier. Défi. Ouais, Voilà, ouais. c'est la Vaillante 571 du Grand Prix, donc du Grand Défi, et qui est donc fabriquée donc par un artisan, une société qui s'appelle Jade Miniature, du Ouais, côté de Saint-Étienne, pas très très loin, représentée par Jean et Evelyne Damon, qui font tout un tas de références différentes des Vaillantes, donc qui sont des kits soit à monter, soit qu'on peut acheter comme ça, déjà montés, mais qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Et je vous invite à aller voir justement la page internet de Jade Miniature, donc qui font aussi partie de notre association Auto Mini Racing et qui vont donc nous permettre d'avoir un coin vraiment spécial dédié Michel Vaillant avec toutes les BD, les miniatures qu'on peut avoir fait ou retrouver à droite à gauche. Donc voilà, pour pouvoir faire plaisir aux grands comme aux petits. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire ce petit coucou et puis voilà, de vous donner cette petite exclusivité ah, à retrouver sur sur nos réseaux Auto Mini Racing. génial, Guillaume, merci. Et maintenant, j'attends ma petite exclusivité à chaque fois. Si, c'est ça ton challenge. Ben, Merci. je t'avoue que là, il a fallu que je me creuse les méninges, mais bon, là, pour la prochaine, il faut que je trouve quelque Oui. chose d'intéressant aussi. Mais j'ai une petite idée là, avec peut-être un petit sondage à faire auprès des internautes, de nos auditeurs et de nos téléspectateurs pour savoir quel sera le prochain montage, justement en exclusivité de Auto Mini Racing. Là, j'ai deux projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc voilà, je le proposerai, je pense, au D'accord. vote pour, euh, Allez, c'est noté. Oui, oui. pour pouvoir avancer. Voilà. Bon, on a un petit mois avant de se retrouver, puisqu'évidemment, on se retrouvera, je l'espère bien, pour débriefer ce rallye d'Ypres, puisque c'est à la mi-août, hein, c'est ça, ça se termine. C'est le 15 août ou c'est la semaine d'après encore? Attends, laisse-moi J'avoue qu'en regarder. termes de date, je sais pas, j'ai pas à regarder exactement. Bah oui, zut, alors j'ai pas les dates, mais moi il me semble que c'est mi-août, mais bon, je peux me tromper. Mais enfin bon, on va voir ça, et de toute façon, il est prévu que toi et moi on se retrouve pour en parler. Donc voilà, Bien on se sûr, tient au courant, hein. bien Bon. sûr. Allez, chers amis, merci vraiment de nous avoir suivis. Guillaume, écoute, porte-toi bien, plein de bonnes choses. Profite bien donc de l'été comme tout le monde. Soyez en bonne santé, les amis. Vive Auto Mini Racing, vive l'Afterlap, j'espère. Et puis, bah écoute, et à vous tous, à très bientôt, hein. À très bientôt, LFD. Prenez tous soin de vous, profitez des vacances, effectivement. Vive le sport auto et à très vite. Ciao. Salut Guillaume, salut.